Faut se mettre en bas. Mets-toi à terre. En bas il y a de l'air, en bas il y a de l'air. Médic! La violence, c'est un truc vicieux. Tu prends ton pied, mais c'est bizarre parce que tu détestes ça. T'es censé détester ça. Allez madame, on y va, on y va. Replie! T'as peur, t'as chaud, tu trembles, tu sues. Et cette putain d'envie de chier. Vous attirez la haine du peuple de jour en jour. Et puis il y a l'effet de groupe. Du jour au lendemain, le peuple se serait réveillé. On se soutient entre nous, on est ensemble. La liberté ne tient qu'à vous! On sait qu'ils vont pas faire de cadeaux en face. En face, ce sont les flics. C'est garant de l'ordre établi. Là, on prend des pavés, on va lancer sur les flics. Attention les doigts. Eux se cachent derrière leurs casques, leurs boucliers, leurs armes. Nous, on lâche rien. Ouais, ça change là-bas. Ouh, là ça y est. Il y a 9 millions de pauvres en France. C'est ça la vraie violence. Seulement vous enlevez vos boucliers, vous enlevez les backpacks et tout, là pour qu'on pourra discuter. En fait, vous ne nous comprenez pas quand on parle. Ils visent au flashball. Donc maintenant, on va s'attaquer à vos biens, on va s'attaquer à vous. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'on s'épuise. Donc si on peut donner un petit coup d'accélérateur, quel que soit le moyen, eh ben pourquoi pas. Tous les moyens sont bons. C'est aller loin. T'en sors pas indemne. On connaît les risques, mais c'est plus fort que nous. Les idées sont plus fortes que tout. Comment j'ai pu en arriver là? Comment on a bien pu en arriver là? Moi je suis là principalement pour la révolte, pour faire capoter le système. Je suis là pour faire capoter le système. Souvent, j'ai des petites voix dans la tête qui reviennent. Celles de gens que j'ai croisées cette année. Je m'appelle Youssef, je suis des Yvelines. J'ai 33 ans, je suis un jeune qui a grandi en banlieue, principalement dans les quartiers populaires. Donc là où il y a beaucoup à raconter, là où il y a beaucoup de matière en fait. J'ai vécu dans un environnement où, voilà, pas très loin de la haine, à 3 km de la haine, où est-ce qu'ils ont filmé leur petit film. Et voilà, je suis banlieusard. À l'heure où les gens ils sont en train de perdre leurs gencives, à l'heure où les gens ils se battent pour leurs enfants, à l'heure où les gens ils sont en train de dormir sous les ponts, à l'heure où les gens ils sont en train de se lever à 4h50 du matin à Peugeot, dans ma ville, à Poissy, pour faire les véhicules de Peugeot, alors qu'ils ont du mal à rejoindre les deux bouts et qu'ils se font menacer comme mon pote Kamel par leur supérieur, que comme quoi ils ont une gueule qui est trop ouverte et qui veulent de la considération pour les gens dans l'industrie automobile, c'est pas normal. On va pas vivre comme ça. C'est le pays des libres penseurs ici, c'est pas le pays de la victimisation, c'est pas le pays des brebis. À un moment ou à un autre, on va se rejoindre
rejoindre, on va tout niquer. Et le potentiel, il est déjà là. La convergence est en train de se faire. Dès que ça va commencer, tous les petits CRS là-bas derrière leur bouclier, hein, dès qu'on aura les copains qui viendront avec les paintballs et que tout le monde viendra, vous verrez comment ça va se passer. Je m'appelle Vanessa, je suis bretonne. On est venu en bus, on est venu à 130. C'est vraiment la merde, c'est vraiment le chaos. On dirait que c'est une guerre, alors qu'en vrai, ils cherchent la merde, ils cherchent à nous pousser à bout en fait. Alors que notre revendication, c'est quoi? On veut que le gouvernement se casse. On ne veut plus de ce gouvernement-là parce qu'on veut que ce soit le peuple qui gouverne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une ministre qui ne connaît même pas le montant du SMIC? Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est inadmissible, c'est lamentable. On n'est rien pour eux, on n'est que dalle. On vit dans la merde au quotidien, eux ils vivent dans le luxe au quotidien et ça on n'en peut plus, c'est plus possible. On est taxé à fond, on est taxé. Regardez la réponse des CRS, mais regardez, c'est le feu. Il y a le feu partout, à Paris il y a le feu partout, c'est n'importe quoi. Regardez, j'ai un casque de snow avec... des lunettes de piscine et un masque d'infirmier quoi. Et regardez, on se fait défoncer, mais c'est quoi ça? Et vous n'avez pas de protection? Le président Emmanuel Macron qui vient de signer le procès-verbal de son investiture comme grand maître de l'ordre. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Vincent Cespedes, bonjour. Moi, je comprends la violence, enfin, c'est... Hein? Polémique avec LCI. Pardon? Je comprends la violence, la violence. Vous comprenez la violence? Oui, je comprends la violence des gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. C'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible. L'exaspération... Compréhensible de quoi? Dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Heureusement que les millions de Français qui crèvent de faim et qui crèvent de froid n'ont pas ces réactions-là, sinon ce serait la guerre civile en France. Il y a la loi. Non, je dis, je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération. Que d'ailleurs, il y a eu aussi. Ça, c'est différent. Comprendre l'exaspération est une chose, comprendre la violence en est une autre. On peut comprendre la violence. On n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table. Non, on n'est pas dans l'irrationalité. Vous êtes philosophe, mais vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là, vous avez semblé la justifier quand vous dites. Il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? Le préfet de Paris, Didier Lallement. Très bien. Pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Pour l'audition de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Les casseurs, qui pour la plupart n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, aujourd'hui attaquent la République. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Vois-tu comme il penche des genoux. Tout a commencé au printemps 2016, avec cette foule de caouets noirs et ce cortège de têtes. C'est pendant la loi travail. Je les observe seulement du haut de mes 20 ans. C'est pas la violence qui me fascine, c'est que tout a l'air plus réfléchi que le supposé désordre dont tout le monde parle. Même mon père devant la télé me dit « Regarde-moi ce bordel, ces casseurs, ces infiltrés. »
Et moi, dans la rue, je me dis, peut-être que la prochaine fois, je les avais vus à la première manif contre la loi travail. Ils n'étaient pas nombreux. Une trentaine de jeunes avec des cagoules. Sur une banderole de fortune taguée à l'arrache, la punchline du rappeur SCH. Se lever pour 1200, c'est insultant. J'ai raté l'émeute. Mais rien qu'à les voir comme ça, déterminés, j'ai senti un truc différent. Un truc électrique, spontané, mais organisé. J'avais jamais vu un tel élan dans les manifs syndicales. Je me souviens particulièrement d'Emma. C'est avec elle que j'ai fait ma première action. Emma, c'est le prénom qu'elle s'est choisi. Elle a les yeux noirs, un manteau rouge et une écharpe verte ce jour-là. C'était une manif sauvage après une assemblée générale. J'ai appris plus tard que c'était son coup d'essai. Donc on était allé en AG à Tolbiac. Et il y avait un mec qui était venu à la fin et qui avait dit « Ouais, on en a marre de discuter, venez, on s'en va, on sort et on va tout casser !» Et du coup, tout le monde, il y a eu un peu un effet de groupe en mode « Ouais, mais c'est ça, on arrête de discuter, on va tout casser !» Et du coup, on est tous sortis. Et au départ, les gens marchaient. Et puis petit à petit, je vois des gens qui renversent des poubelles. Et puis après, des gens qui commencent à ramasser des pierres, à les balancer contre des vitrines. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais faire pareil. Et du coup, je me suis masquée avec mon manteau, qui était d'une couleur vive. Ça n'avait aucun sens. J'étais absolument cramée. Mais du coup, je me suis masquée comme je pouvais et j'ai balancé des pierres contre des vitrines. C'était pas des vitrines de n'importe quoi aussi, c'était des banques, tous les symboles du capitalisme. Donc je me suis pas posé des questions pendant 50 ans, je me suis juste dit, là on a quelque chose qui... un ultimatum qui est un peu plus radical que des slogans. Et voilà, ça s'est juste fait comme ça, un peu par imitation, j'ai envie de faire comme eux. En plus, c'est pas vraiment le genre de personne, tu vas aller voir et tu fais « Salut, ça m'intéresse ce que tu fais !» Et puis en plus, c'est pas... C'est un truc qui... D'un côté, tu peux te dire c'est très compliqué de prendre cette initiative et de passer de manifestante non violente à manifestante violente et de faire ce geste de commencer à dégrader des choses alors qu'on t'a un peu enseigné toute ta vie qu'il fallait pas faire ça. Mais d'un autre côté, pour moi, à chaque fois que ça s'est fait, ça a toujours été très simple. Enfin, c'est un peu une impulsion et c'est quelque chose qui vient de tes tripes et t'es prise aussi, je pense, par l'énergie de la foule. Notre société aujourd'hui est violente, sauf qu'en fait c'est une violence qui est masquée. C'est la violence des gens qui vont crever dans la rue, la violence de la police dans les quartiers qui est bien cachée, la violence des travailleurs et travailleuses précaires qui sont obligés de cumuler 3 jobs pour se retrouver à moins 400 à la fin du mois. C'est des violences qui sont pas dites comme violences, qui sont pas vues comme violences et qui du coup sont opposées à d'autres choses qui sont désignées comme violences et rejetées en tant que violence. Donc dire que être violent, ça va rendre le monde violent, c'est une façon de nier la violence qui existe déjà dans le monde. Et ça, c'est problématique. Ça me suffisait comme justification. Après, je me suis posé un peu plus de questions au moment où il a fallu réfléchir à la violence contre des êtres humains, donc contre la police. Parce que je me souviens qu'au début, je disais j'ai aucun problème avec la violence contre les objets, mais j'arriverai jamais à être violente contre un être humain. Au début, c'était une ligne que je comptais pas franchir parce que je me disais, c'est des personnes qui font leur travail. J'ai grandi un peu à la campagne. Nous, on était en contact avec les gendarmes. Voilà. On te dit toute ta vie que la police, c'est les gardiens de la paix, ceux qui vont te protéger des voleurs. Tu vas porter plainte quand tu t'es fait voler ton téléphone. Ils vont faire une enquête. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Donc j'avais pas une sympathie particulière pour la police, mais j'avais jamais été victime de violences policières. Violence. On en entend parler à longueur de temps sous les projecteurs des plateaux télé. C'est devenu le mot le plus clivant de la société française. Et ce mot occulte tout. Les revendications, les raisons de la colère. Les idées n'existent plus, mais la violence, ah ça oui. Violence. De quoi on parle vraiment ? Bonjour. Bonjour, je veux bien un café s'il vous plaît. Je vais le prendre au comptoir. Comme promis, je voudrais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il était en conférence de presse tout à l'heure. Alors, je suis Vanessa Codacioni, je suis maîtresse de conférence au département de sciences politiques de Paris 8 et je travaille maintenant sur la répression depuis au moins plus de 10 ans. Le problème, ce n'est pas la liberté d'expression. Le problème, ce ne sont pas les idées. Le problème, ce sont les casseurs. Rien que les casseurs et leurs alliés. La violence n'a pas sa place dans une démocratie. Il me semble qu'il y a 3 manières de délégitimer un mouvement qu'on a retrouvé dans les Gilets jaunes. La première manière, c'est le cas de l'assimilation Gilets jaunes égale casseurs, qui est un peu complexe dans le cas des Gilets jaunes parce qu'à la fois on a voulu assimiler tout le mouvement des Gilets jaunes à des casseurs pour discréditer le mouvement et à la fois le gouvernement a essayé aussi de jouer la division entre les bons Gilets jaunes et les mauvais Gilets jaunes qui seraient des casseurs. Donc ça c'est la première chose, on va assimiler à de la violence pure, ils sont là pour casser. Ça veut dire quoi, être un casseur ? Ça veut dire être donc réduit à de la violence pure, ça veut dire ne rien faire de politique. Important, et notamment en hommage aux Gilets jaunes au vrai, c'est de ne pas faire l'amalgame entre ces manifestants qui sont là toutes les semaines, qui étaient là la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Deuxièmement, radicaliser, c'est terroriste. Donc on va assimiler des militants, des activistes ou des primo-manifestants ou des manifestantes à des terroristes, à des individus radicalisés qui peuvent être fichés S, etc. Ce qui trimballe avec lui une forme de résonance émotionnelle en France et d'ailleurs en Europe partout, qui est très grave. Donc ça c'est pour stigmatiser, mais on voit très bien qu'ensuite on va appliquer à des militants des mesures antiterroristes. Donc le langage a aussi des effets, ou dit quelque chose de la répression qui est que Gilets jaunes égale terroriste ou militants égale terroriste égale des militants vont être réprimés comme des terroristes. Assignés à résidence, perquisitionnés, fichés S, inculpés d'association de malfaiteurs. Gilets jaunes, Nathalie Moret, Edouard Philippe s'est exprimé là-dessus sur ce sujet. Il a dit ceux qui excusent ou encouragent ces violences se rendent complices. Troisièmement, radicalisé, donc casseur, terroriste et radicalisé, et puis un dernier, fanatique. Fanatique fou, donc pas rationnel. Donc ça c'est vraiment les 3 piliers du langage de l'État, mais qui peut aller jusqu'au juge, au policier, pour discréditer, injurier un mouvement. Mais ce qui m'est apparu assez nouveau, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on a essayé aussi de beaucoup discréditer les soutiens aux Gilets jaunes. Il y a un mot qui est apparu à de multiples reprises dans la bouche d'Emmanuel Macron et surtout d'Édouard Philippe, le Premier ministre donc, c'est le mot complice. On a vu aussi le mot chez Castaner. Toutes les personnes qui soutiendront les Gilets jaunes seront complices. Sous-entendu, vous pourriez être responsable pénalement, mais complice de quoi ? C'est délirant de dire des choses comme ça. Donc c'était une manière aussi d'essayer de couper le lien entre Gilets jaunes et le reste de la population qui soutenait massivement le mouvement. Les hommes politiques aujourd'hui, les femmes politiques au pouvoir aujourd'hui ne supportent plus la moindre contestation politique, ne veulent pas qu'elle s'exprime et veulent que la politique, la manière de faire de la politique ou la manière de militer soit parfaitement légitime, légale, comme ils l'entendent eux, c'est-à-dire totalement aseptisée. Les gens en ont marre de tourner un petit peu en rond et d'être sages et ils ont compris que la manifestation, dans le sens que voulu par l'État et voulu par les gouvernements, n'apporte rien. Et ça fait un peu des moutons. Et je pense qu'il y a un déclencheur quand même qui me semble très important, c'est l'état d'urgence. Entre 2015 et 2017, donc beaucoup de manifestations ont été interdites. En tout cas, beaucoup de gens ont été interdits de manifester. Il y a eu plus de 450 interdictions de séjour
c'est-à-dire interdiction de manifester, qui ont été prononcées par les préfets pour empêcher les gens de manifester. 3 semaines après les attentats du Bataclan, ce sont des militants écologistes qui ont été assignés à résidence pour ne pas manifester pendant la COP21. Donc il y a eu là, à ce moment-là, une atteinte grave à la liberté de manifester, et les seules manifestations qui étaient interdites, qui étaient autorisées, se déroulaient dans un cadre totalement inadmissible. Là, il y a une manifestation dans laquelle je me rappelle, puisque j'étais là, à la place de la Bastille, où il fallait tourner autour de la place de la Bastille sur 1,3 km. C'était ridicule. C'était ridicule. Et je pense que ça, c'est plus toléré, ça. Donc il y a ça qui n'est plus acceptable. Et puis aussi, je pense vraiment que l'évolution du rapport à la police, l'augmentation de la violence policière dans les manifestations, le surarmement policier, crée aussi quelque chose, fait évoluer les formes manifestantes. Donc on voit bien que ce qui est politique est de plus en plus réduit. Et en fait, on veut éliminer de la sphère du politique tout un tas de pratiques militantes, tout un tas de pratiques, ou tout simplement le fait de manifester dans la rue, mais pas comme il voudrait, c'est-à-dire d'un point A à un point B. Mon père est policier, mais bizarrement, il n'a jamais parlé de son métier. Il a toujours été travaillé, j'ai toujours vu mon père aller travailler avec le sourire. Et à l'inverse, ma mère n'était pas policier et j'ai toujours vu ma mère aller travailler en faisant la gueule. Elle était pervenche à Paris. ASVP, elle mettait PV. Voilà. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un métier qui était plus sympa que l'autre. J'étais commercial pendant 2 ans et demi. Et le fait de se lever matin pour faire de l'argent me posait problème. Dans le sens où je me sentais pas inutile, mais presque. C'est-à-dire que j'avais envie et besoin d'un peu d'adrénaline, de me sentir utile. Puis voilà, je continue à jouer dans une cour d'école aux gendarmes et aux voleurs. Donc on a juste agrandi mon terrain de jeu. Donc du coup je m'appelle Yann, je suis fonctionnaire de police sur Paris. Je travaille essentiellement sur le 10e et le 18e arrondissement de Paris. Et mon travail de tous les jours, c'est de lutter contre la délinquance et la criminalité sur ce secteur. Voilà, à peu près 5 ans à Paris et 5 ans en banlieue. Toujours dans le 93. J'ai fait du maintien de l'ordre, notamment dans le cadre des Gilets jaunes, puisque les effectifs de police parisiens, je dirais quasiment quels qu'ils soient, ont été amenés à travailler sur les manifestations des Gilets jaunes. C'est pas quelque chose qui m'intéressait outre mesure. J'ai pas assez de patience, je pense, pour faire du maintien de l'ordre. Le fait de devoir moi aussi me contenir, c'est très compliqué. Les images montrent essentiellement les affrontements, mais le maintien de l'ordre, c'est pas que des affrontements. Le fait de tenir une position statique pendant des heures, patienter dans des camions pendant des heures, voilà, tout ça je sais pas faire. Sauf erreur de ma part, on a été mobilisés pleinement et entièrement les 13 premières semaines, tous les samedis pendant 13 semaines. Par la suite un peu moins, c'était un peu plus ponctuel. Sur les premières semaines, notre travail était de faire des contrôles préventifs et d'interpeller toute personne porteur d'armes. Couteau, parpaing, effectivement un parpaing c'est pas une arme, mais dans le cadre d'une manifestation, on repérait des groupes qui s'écartaient des manifs pour aller casser, piller, voilà. On a été à l'affrontement, on a subi jets de projectiles divers et variés. Quand on reçoit des projectiles qui arrivent soit sur nous, soit à quelques centimètres de nous, forcément on appréhende, c'est naturel. Mais de toute façon, le leitmotiv, c'est vraiment le travail doit être fait. Peur, pas peur, il faut faire notre travail et la rue doit être tenue. Mon travail, c'est ça. J'ai eu la chance, si je puis dire, de travailler le soir des attentats. Au lendemain des attentats, tout le monde aimait la police. Et ça n'a pas duré super longtemps. Voilà, on a profité, on s'est galvanisé de ce patriotisme français pour sa police, son amour pour sa police. Et voilà, on savait d'avance que ça ne durerait pas. Quand on est en manif, on n'est pas là pour débattre, on a
pas le temps. Et puis, ça implique des réponses un peu constructives. On nous a régulièrement dit « Allez les gars, venez avec nous ». On n'a pas le temps de discuter. La violence sociale, elle existe. La violence sociale, elle existe, c'est évident. Il suffit de se balader dans le métro parisien, aux abords des gares, dans ce square, sur un même territoire. On a des gens qui meurent de faim, on a des gens qui vivent dans la rue, voilà. Et il y a des gens qui doivent se débrouiller pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas légitimer la violence par la violence. Puisque c'est une aberration en soi. C'est dire parce qu'il y a une violence étatique, j'ai le droit d'être violent. C'est pas possible d'ouvrir ces portes-là. Ça va être particulier de dire ça, mais la seule violence légale, c'est celle de l'État. Pourquoi on continue d'utiliser ces grenades qui sont capables d'arracher de la main de mecs Qu'est-ce qu'on a besoin de ça dans nos manifestations en France, quoi. Je pense que le gaz lacrymogène fait largement son effet. Surtout que les flics savent qu'elle est très dangereuse. En fait, la dangerosité de cette grenade a été sous-estimée. Lui, c'est Édouard Richard, un photojournaliste indépendant. C'est pas très malin d'en boire avant de... Il court pas mal en manif depuis 2016 et la loi travail. Et comme beaucoup d'autres... une bouteille d'eau... Il est obligé de s'équiper comme un guerrier. Du coup, le masque à gaz ? Non. Il y a un autre terme plus approprié. Ça ressemble à une mouche. C'est un truc qu'on se met sur le visage qui prend le nez et la bouche. Avec 2 filtres sur le côté. Voilà, sinon j'ai le casque. Il y a un casque de ski premier prix de Décathlon, parce qu'on n'investit pas dans un casque, étant donné que quand ils sont vraiment de mauvaise humeur, les flics peuvent confisquer le matériel. Et malgré la présentation de la carte de presse et de tout ce que tu veux, ils peuvent décider un samedi, parce qu'une mouche les a piqués, de te confisquer tout ton matos, quoi. Il y a plein de micros-événements où tu vois des actes qui te révoltent et d'autres qui t'affligent aussi, dans la violence des fois des manifestants, notamment avec la presse. Il y a des actes de violence envers la presse souvent de la part des manifestants qui sont vraiment ridicules. Voilà, mais ça c'est sûrement parce que j'en suis du coup, alors je défends ma paroisse. Après, en événement marquant, je dirais qu'il y en a 2. Le 1er mai 2017, la violence a démarré très tôt ce jour-là dans cette manifestation entre ce qu'on appelle le Black Bloc et les CRS. Et là, je crois que les mecs avaient vraiment préparé leur coup et ils ont commencé à lancer des pétards, puis des feux d'artifice, et il y a eu 1 ou 2 cocktails Molotov qui ont été jetés assez proches des CRS, et il y en a un qui a été jeté un peu plus loin que les autres et qui a atterri vraiment dans leurs pieds. Il y a un flic qui a pris feu, véritablement, quoi. C'était vraiment une torche humaine, le mec. Et là, c'est là où on franchit un cap, du coup, parce que derrière le CRS, on voit l'homme qui est en train de brûler, quoi. Enfin, pour moi, je sais pas si eux, ils le voient comme ça ou pas, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les flics, ils sont toujours en groupe, ils sont toujours en meute, c'est un peu comme dans Astérix, ils sont regroupés derrière des boucliers, donc on a vite tendance à voir l'entité et à oublier les hommes. Et là, le mec qui crame tout seul au milieu de ses collègues qui sont figés par la peur, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et surtout le cri du CRS, quoi, qui est en train de cramer. Ça, c'est vraiment un truc qui marque. Et les flics n'y étaient pas préparés, donc le temps qu'ils aillent chercher un extincteur pour éteindre le mec, ça a pris du temps, quoi. Ça a duré vraiment longtemps. Et il y a eu un autre moment que moi je mets vraiment sur le même plan. C'était le 9 février, un samedi, pendant une des manifestations des Gilets jaunes.
C'était assez calme et arrivé devant l'Assemblée nationale, qui était barricadée par camp travaux. Des manifestants ont voulu essayer de rentrer à l'intérieur. Et du coup, le symbole aurait été très fort pour eux. Et du coup, les flics, en étant conscients, ont dégainé l'arsenal très vite. Et donc, en fait, le devant de l'Assemblée n'était plus qu'un gigantesque nuage lacrymogène. Et moi, j'arrive à me déplacer dedans parce que j'ai mon masque et mes lunettes. Donc, je ressens pas trop les gaz. On voyait vraiment plus rien. Et je pense que les flics ne voyaient rien non plus. Parce que si nous, on voit rien, eux, ils voient rien non plus. Hein. Tout de suite, je me recule. Donc je voyais quasiment plus rien, je voyais plus que d'un œil, encore c'était flou. Et là en fait, je sais pas, je me retourne parce que j'entends un truc tomber par terre. Et ils ont lancé des Gli F4, qui sont donc ces grenades qui contiennent 26 grammes de TNT, qu'ils envoient pour disperser. Tout le monde se barre de peur, quoi. Je savais pas ce que c'est, je m'approche, en fait j'ai juste mis la main pour le dégager et en fait là ça a explosé quoi. Je l'ai pas ramassé, même pas touché. J'étais juste dans le champ de déflagration. Qui on va dire peut-être 50 cm, je savais même pas que c'était une grenade. Alors moi je m'appelle Sébastien Maillet, j'ai 30 ans, mon métier c'était plombier, je vis à Argenteuil. Voilà, moi j'ai été le cinquième blessé à la main, il y en a eu 4 autres avant moi. C'était pas le but du mouvement, sans compter les gens qui ont perdu un œil ou des testicules. Je me souviens, j'ai crié, mais pas de douleur, par peur en fait. J'étais horrifié par ce que je voyais. Et ma main c'était un steak haché. C'était des lambeaux de peau, voilà, on a regardé un film de guerre. Ma main était complètement explosée. On n'est pas dans un jeu vidéo où ça y est, on tombe et puis on se relève, nouvelle vie, on repart entier. Non, c'est la vraie vie. J'ai perdu ma main, c'est définitif, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire avec. Je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Ma main va pas repousser, je suis pas un lézard non plus. Niveau travail, comme beaucoup le savent, j'étais plombier. Plombier à une main, ça n'existe pas. Pour serrer, on a besoin de 2 pinces. 2 pinces dans une même main, je peux pas. Donc je vais devoir subir une reconversion professionnelle. On va dire niveau travail, je suis dans le flou. Je suis droitier. Malheureusement, j'ai pas fait les choses à moitié. Avant, j'avais fait 10 ans en métallurgie, parce que je suis quelqu'un qui est manuel. Qu'est-ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, j'ai subi ma 4e opération. Je me suis fait retirer le dernier doigt. En fait, je me suis fait retirer ce dernier doigt, en fait, c'était purement pour recevoir la prothèse. C'était le petit doigt. Il n'était pas à l'endroit qu'il fallait, donc un doigt inutilisable, ça sert à rien. Donc autant en avoir 5 mécaniques qu'un seul qui sert pas. Puis si tout se passe bien, la prothèse arrivera début 2020. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ? C'est de la déception, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est un peu tout mélangé parce que c'est pas rien. J'ai toujours des sensations fantômes. Des fois j'ai le doigt qui me gratte, il n'y a rien à gratter du tout. Des fois je vais me lever, je vais y penser, puis je vais être dans mon coin toute la journée, je vais être en colère, il ne faudra pas me parler. C'est un travail de tous les jours. Si ça se règle pas en quelques mois, je pense que ça risque même peut-être de prendre des années. Si je suis retourné manifester, bien sûr j'y suis retourné. Il me semble que j'étais retourné à l'acte 30. Au début, j'étais anxieux, mais j'étais content de revenir, de retrouver un peu tout le monde. J'étais retourné pour la marche du climat le 21 septembre. Les Gilets jaunes étaient là. Tout le monde a convergé, en fait.
Très très vite, c'est parti en n'importe quoi, les explosions, les lacrymos, des familles gazées. J'ai vu des familles avec des enfants gazés quoi, par les lacrymos. C'était du grand n'importe quoi. Ça encore une. Voilà, ils sont toujours dans leur politique de maintien de l'ordre égale répression plutôt. Pour moi, c'est champ de bataille, simplement. Je sors du métro Terne, cache mon gilet jaune sous mon pull et traverse les barrages de policiers. On est le 1er décembre 2018 et l'Arc de Triomphe est pris d'assaut. Au pied du monument, je la vois. Allongée, à même le sol. Les mains liées, la tête dans la boue. Elle n'a pas l'air effrayée. Elle me fait même un clin d'œil, alors qu'elle est entourée par des hommes en uniforme. Dont un qui lui écrase son genou dans le dos. Tout le monde passe devant ce spectacle et continue tranquillement vers la manifestation. Soudain, un CRS débarque en courant. Dès qu'il la voit, il n'hésite pas. Sa grosse botte s'écrase avec violence sur sa tête. Un sourire puissant orne sa gueule de Condé. J'hurle. C'est pas de la colère, c'est pas de la rage, c'est de la haine. Je sens mes cordes vocales exploser dans ma gorge. Mes yeux se révulsent. Mes mains se crispent. Je suis qu'un nerf à vif. Une gigantesque plaie remplie de sel. Tout devient flou. Je m'éloigne en courant, des larmes plein la gueule. C'est le déclic, je viens de comprendre. Le temps des mots est révolu. Je rejoins la manif, je prends un pavé qui traîne et je le jette en direction de la première ligne de bouclier. J'ai franchi le pas. Je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et je suis de Marseille. Souvent, j'ai des petites voix dans la tête qui reviennent. Au début de mon militantisme, je pratiquais uniquement les techniques d'insurrection type Black Blocs, etc. Ça consiste à participer à des émeutes, à créer en fait cette contre-violence, parce que c'est vrai que tout de suite l'État utilise la violence, donc de toute façon pour la contrer, on a un peu que ces solutions-là, quoi. Le Black Bloc, finalement, c'est pas un groupe organisé, etc. C'est plutôt tous ces individus-là qui décident de sortir ensemble et d'en faire un mouvement. C'est plus un agrégat d'individus qu'un groupe, en fait. C'est pas organisé comme souvent on peut le voir dans les médias, quoi. Au début, je faisais que ça. Maintenant, j'essaie vraiment d'être en action auprès des syndicats, auprès des masses, auprès des gens, d'aller parler, notamment par des groupes politiques, etc. Si tu travailles à casser par la violence le système, il faut aussi pouvoir rebosser derrière. Mais là, moi, ça fait presque 3 ans que du coup, je travaille en tant qu'ouvrier cordiste. Je travaille surtout en industrie, sur des cordes. Voilà, donc c'est un peu particulier. J'ai rapidement pris conscience en fait que le syndicat, il avait encore une place énorme, que toutes ces organisations à qui j'étais plutôt critique avant dans mon militantisme, en fait, avaient une place énorme et changeaient vraiment, vraiment les choses sur la vie de ces gens. Donc en plus, moi, du coup, j'ai la qualité d'intérimaire. Et c'est vrai que si tout ne va pas dans le sens du patron ou de la boîte pour laquelle tu bosses, la semaine d'après, t'es pas rappelé, quoi. Donc ça te pousse à travailler encore plus, à dire oui à toutes les heures sup, à accepter le fait d'être mal payé si t'as pas trouvé de mission ces derniers mois, à accepter même souvent de te mettre en danger, notamment dans ce métier-là, de te mettre en danger parce que ton patron te l'a demandé, que t'as envie qu'il continue de bosser avec toi les semaines d'après. Oh les gars, regardez, ils reculent parce qu'on a du pavé.
ici parce qu'il y a des pavés, venez. Faut les raviter aux pavés. Là on prend des pavés, on va lancer sur les flics. Attention les doigts. On est là, on n'est pas dans le 16 mars 2019. Ça y est, le Black Bloc se forme. Un signal et 20 personnes se mettent autour de moi pour me couvrir. Je me baisse et je me change. C'est toujours comme ça que le noir apparaît en manif. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, très vite, les flics sont à la ramasse. Pavés, bouteilles, bouts de bitume, fumigènes, cailloux. Il pleut. On sait qu'on prend de gros risques, mais c'est plus fort que nous. On a peur, mais l'adrénaline nous porte. Confettis, fumée, étincelles, boulons, flammes. Les CRS, les gendarmes, les voltigeurs reculent. Ils répondent et nous lancent leurs grenades. Des explosions dans tous les sens. C'est une guerre étrange. Avec beaucoup de blessés, mais sans conclusion. La foule est remuée. Mathieu aussi. On est arrivé dans cette manifestation tôt le matin et la police avait déjà commencé à attaquer en fait les militants qui s'étaient rassemblés. Et en fait, c'était tout simplement un affrontement pendant des heures sur les Champs-Élysées. Donc la manif n'a pas énormément bougé en fait en termes d'espace. Mais là, on voyait vraiment des groupes très déterminés, enfin des groupes de Black Blocs, de gens qui pratiquaient le Black Blocs, de militants, avec d'autres groupes qui aussi utilisaient la technique du Black Blocs, mais que nous on connaissait pas, qui n'étaient pas vraiment du milieu militant, et tout l'agrégat à côté de Gilets jaunes qui était là en soutien, qui était là pendant les confrontations avec la police, qui était là pour nous soutenir, même en termes même à l'oral, enfin même en nous disant allez-y, continuez les jeunes, c'est bien ce que vous faites, on est avec vous. On voyait tout type de personnes. Oui, on a un papy de 70 ans qui nous a dit allez-y les jeunes, si j'étais aussi jeune que vous, je le ferais aussi. Donnez tout. On voyait plein de gens qui nous aidaient en termes de soins, en termes de pansements, etc. Puis après, tout le monde s'est mis à crier révolution en même temps. C'était vraiment un moment partagé par tous les milieux différents qui étaient là présents aux Gilets jaunes. Et qui, quelques mois auparavant, n'auraient pas pensé travailler ensemble comme ça, quoi. Révolution, 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 révolution. Le Fouquet's, on l'explose à coups de pied. On rentre dedans. C'est le lieu des puissants, il nous appartient. Toute la France est là. Le château Margaux est aussi vieux que moi. On l'avale au goulot en riant. D'autres décrochent les tableaux. Mais les flics essaient de reprendre les lieux. On leur lance des bouteilles de champagne. Gilets jaunes, militants, tout le monde se défend. Ça nous canarde. Ils nous aspergent de gaz, mais la foule fait bloc. Dans nos esprits, une seule question. Où disperserons-nous les cendres du vieux monde ? Là, ça y est. Devant moi, Emma tague sur les murs d'une grande enseigne. Ne demandons rien. Prenons tout. La manifestation, c'est montrer quelque chose. Le verbe manifester, c'est ça, c'est essayer de se manifester, c'est de se montrer dans la politique, en fait, dans l'espace public. Et c'est quoi les formes classiques de manifestation ? C'est des pancartes et des slogans. Donc c'est une manière de se montrer et de se faire entendre. Et je pense que la violence, c'est un peu le stade au-delà. Prendre acte du fait que on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, peu importe nos pancartes et nos slogans, du côté de ceux qui prennent les décisions politiques, il n'y a pas de réponse. Et donc en fait, se dire, de toute façon, il n'y a pas de réponse possible, et on va arrêter de dialoguer, et on va essayer de nous saisir nous-mêmes de nos problèmes, et de nous manifester, mais pas nous manifester en tant que personnes qui voulons dialoguer, mais nous manifester en tant que personnes violentes qui avons un poids et qui pouvons être menaçantes. En fait, vous ne nous comprenez pas quand on parle, donc maintenant on va s'attaquer à vos biens, on va s'attaquer à vous, et peut-être que là, il y aura quelque chose qui va changer. Nuit d'émeute à Clichy-sous-Bois après la mort de 2 jeunes garçons électrocutés dans un transformateur EDF où ils étaient cachés. La police ne poursuivait pas ces jeunes selon le ministère de l'Intérieur, mais elle était intervenue plus tôt lors d'une tentative de cambriolage.
circonstances, Ziyad et Bouna sont-ils morts électrocutés dans ce transformateur? 4 jours après le drame, la vérité peine à se frayer un chemin. Des bandes de jeunes se sont opposés aux forces de l'ordre. Un fourgon de CRS a même été la cible d'un tir à balles réelles. Ziyad et Bouna couraient pour échapper à un contrôle d'identité. C'est en tout cas ce que ce mineur qui était avec eux raconte. Moi je me suis caché à l'entrée et eux ils ont continué. Après la police les a poursuivis. Mes chers compatriotes, les événements que nous venons de vivre sont Ils ont pris en chasse et le pire, c'est qu'ils ont laissé l'arme sans appeler les pompiers. C'est un jeune d'ici qui a appelé les pompiers. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Forcément, nous, on avait peur des policiers parce que ça se passait souvent mal aussi, lors des contrôles. Donc voilà, donc c'est ce qui amène justement, c'est ce qui amène des jeunes qui n'ont rien fait à s'échapper lorsqu'ils voient des policiers. À chaque fois qu'on a essayé un peu de se rebeller contre le système, on s'est fait lyncher par les autorités ou par une personne détentrice de l'autorité, comme par exemple les émeutes en 2005. Bon, moi j'étais très jeune, j'avais 11 ans, 12 ans. Je l'ai vécu au travers de mon grand frère. Enfin, dans la ville où j'étais, c'était vraiment... Là, on pouvait dire guérilla. Enfin, on voyait il y avait des voitures en feu, des policiers qui tiraient sur les gens. C'était vraiment assez choquant. Donc nous, venant d'un endroit comme ça, on connaît un peu la répression, on connaît les violences policières. Enfin, on connaît dans nos amis ou nos familles des personnes qui se font arrêter pour rien. Enfin, après, il n'y a pas que pour rien, mais la plupart des gens que je connais, des fois, ils se font arrêter pour rien parce qu'un regard de travers avec un policier qui voulait se la jouer, et garde à vue, voilà. Donc, je m'appelle Amel, j'ai 25 ans. Et je suis dans le mouvement depuis le 17 novembre. On avait essayé de bloquer l'autoroute par rapport à la hausse des carburants. J'habite à Sevran, dans le 93, et je travaille dans le 77. Ça veut dire que j'ai à peu près 30 à 40 minutes de route en voiture. Je suis assistante de direction. Et voilà, j'ai fait des métiers alimentaires. J'ai travaillé dans des lycées en tant que surveillante, en tant que pionne. J'ai fait de l'animation avec les enfants. J'utilise ma voiture tous les jours pour aller... Parce qu'en fait, les transports en commun, malheureusement, du 93 au 77, c'est 1h30 ou 2h. Ce mois-ci, je pense que j'ai dépensé à peu près 400 €, 500 € pour l'essence et pour les frais, vidange, etc. 500 €. Moi, mon salaire, c'est le SMIC, moi, donc c'est compliqué. Dans les hypermarchés, en achetant les marques avec le pouce. Et à 25 ans, franchement, j'ai l'impression d'en avoir 50. Mais bon, là, maintenant, c'est plus trop suffisant. On en a marre de vivre comme ça. Et on travaille tous et on aimerait avoir une vie un peu plus digne. Et c'est ce trop-là qui a fait que on est sortis dans la rue. Mais en allant manifester, moi, je suis du côté un peu pacifiste. Je suis pas dans la violence ou quoi que ce soit. Certes, j'ai peur quand je vois que ça commence à casser, quand je vois que les policiers font des arrestations, parce que je me dis, je viens de Sevran, et malgré ça, on se retrouve quand même, nous, banlieusards, parce que je suis dans un groupe, il y a pratiquement que des gens de banlieue, quoi. Dans ce groupe-là, j'ai pu trouver des gens comme moi, et qui sont sortis dans la rue pour manifester. C'est une première pour la plupart. Même pour la plupart, c'est là où, franchement, ils se sont sentis vraiment français, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, ou vraiment citoyen à part entière, c'est un droit de manifester. Bon là, en ce moment, le droit, il est un peu réprimandé, même pas qu'un peu. Mais on s'est rendu compte qu'on avait des droits. On a un droit et on voulait le faire valoir. Mais là, je me sens vraiment, je sais pas comment vous dire, quand je vais en manifestation,
Je vois un drapeau français, ça me fait quelque chose. Je me tourne, je vois des Arabes, des Noirs, des Chinois, des Blancs. Et je me dis, c'est ça la France d'aujourd'hui. Et je me dis, j'en fais partie. Et quand ils chantent l'hymne national, et ben, franchement, je la connaissais pas avant. Je l'ai appris grâce aux Gilets jaunes. Et du coup, je la chante à fond. Mais ce qui nous rapproche, c'est ça, c'est qu'on est on n'est pas français de souche ou quoi que ce soit, mais on est le peuple français, tous. Voilà une classe qui se tient sage. On va faire leur planche. Je pense qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans la tête, on regarde droit devant. C'est une vidéo sidérante qui arrête tout autour de moi. On y voit des lignes d'adolescents à genoux, les mains sur la tête, entourés par des policiers, des grands mecs, avec des casques et des matraques à la main. On a les forces de l'ordre qui décident de faire ce qu'on appelle un assage. C'est-à-dire qu'on arrive à plusieurs policiers et qu'on bloque toutes les possibilités d'aller et venir d'un groupe de personnes qui se retrouvent au milieu de cette nasse. C'est pas Paris le 17 octobre 61 et la police de Papon. C'est Mantes-la-Jolie, le 6 décembre 2018, et la police de Macron. On les a mis à genoux, les mains sur la tête, certains ont été menottés, et là on parle de lycéens, c'est-à-dire de mineurs. L'avocat Arié Halimi défend de nombreuses familles de ces lycéens de Mantes-la-Jolie. Ils ont porté plainte pour des violences et des actes de torture. C'est pas une posture de maintien de l'ordre, de mettre quelqu'un à genoux, avec les mains sur la tête. Pour l'instant, seuls 3 de ces 152 adolescents ont été auditionnés par l'IGPN, la police des polices. Arié Halimi, avocat au barreau de Paris et membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Je suis un peu né en tant qu'avocat, en tout cas ma vocation d'avocat, et puis de membre de la Ligue des droits de l'homme. Elle est née avec ces violences. Donc finalement, l'avantage, c'est que tout pouvoir fait en même temps naître des contre-pouvoirs. Depuis l'hypothèse du contrat social, la population décide de, à un moment donné, faire un pacte qui permet de restreindre une partie de sa liberté pour concéder à un dirigeant ou à un ensemble de représentants la possibilité de leur assurer leur droit à la sûreté, donc de les préserver des menaces extérieures ou intérieures. Moyennant une restreinte de leur liberté, cette restriction de liberté, c'est quoi ? C'est la possibilité d'exercer une forme de violence. Donc on donne aux dirigeants, à l'État finalement, la possibilité d'exercer des violences sur soi-même. On restreint sa liberté et on accepte d'être éventuellement violenté si on viole ce pacte social. Ce sont ce qu'on appelle les violences légitimes. Par exemple, lorsque vous commettez une infraction, vous avez accepté, parce que vous faites partie de ce pacte social, même si c'est hypothétique, d'être arrêté, d'être menotté, d'être mis en cellule, et donc d'avoir une restriction de votre liberté. Quand bien même vous ne seriez pas coupable de quoi que ce soit, puisque c'est le début du processus judiciaire qui consiste à déterminer si vous avez participé ou pas à une infraction. Dans l'évolution de l'usage des armes, dans l'évolution de l'outil violence policière, parce qu'on se rend compte que ça devient un phénomène massif, systémique, et qu'on peut se demander, moi je ne me pose plus la question, je suis même sûr de ma réflexion, si les violences policières ne deviennent pas un outil de gouvernement. On se rend compte qu'il y a plusieurs techniques pour gérer les masses de population quand on est dirigeant. La loi elle-même, qui permet de cadrer la population. Vous avez des techniques plus subtiles, qui sont les techniques de surveillance, qui ont été bien décrites par Michel Foucault, et de punition, qui permettent d'encadrer ou de réprimer les masses pour essayer de finalement obtenir une gestion par un petit nombre de personnes, les dirigeants, sur un grand nombre de personnes, la population. Et on se rend compte que, au fur et à mesure, on passe d'une stratégie du maintien de l'ordre qui consiste à éviter les contacts, les blessures, les morts, avec une mise à distance, pour éviter justement ou réduire ce qu'on appelle l'attroupement quand la manifestation est terminée, et finalement cadrer la manifestation quand elle sort de son lit naturel. Bon, c'est de la stratégie. C'est quelque chose justement qui a pour vocation d'éviter toute confrontation, toute violence. Et c'est d'ailleurs la stratégie qui est utilisée par le préfet Grimaud en 68 dans sa fameuse lettre où il s'adresse aux policiers, il leur dit le moindre blessé, c'est 10 personnes qui vont se retourner contre vous.
Maurice Grimaud, préfet de police de la ville de Paris, le 29 mai 1968. Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux gardiens comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons, et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. C'est celui des excès dans l'emploi de la force. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation, et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. Je sais que ce que je dis là sera mal interprété par certains, mais je sais que j'ai raison, et qu'au fond de vous-même, vous le reconnaissez. Dites-vous bien, et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Les quartiers populaires, pour moi, ils sont un lieu d'expérimentation des violences policières. Notre-Dame-des-Landes, Sivins, qui sont le deuxième lieu d'expérimentation des violences policières, où on a vu de plus en plus d'utilisation de violences et d'armes, comme les grenades et comme les LBD 40. Ces armes qui ont remplacé le flashball et qui tirent des balles qui éborgnent, ces grenades qui arrachent des mains, des pieds. Depuis les manifestations contre les lois travail, la loi El Khomri, nouveau stade dans cette fois le champ d'expérimentation des violences, non pas uniquement contre des militants aguerris, comme c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins, mais contre tout type de manifestants. On voit qu'il y a une extension progressive du champ d'expérimentation des violences policières, jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, où là on a vu l'apothéose dans l'utilisation des armes. On n'a jamais vu autant d'usage de LBD 40 et de grenades, jamais vu autant de mains, de pieds arrachés, d'éborgnements, de perte de vision, de crânes fracassés, des blessures de guerre, comme le décrivent les médecins. Et puis que finalement les deux violences se rejoignent au moment du mouvement des Gilets jaunes. La violence judiciaire avec les interpellations massives, les placements en détention provisoire, les poursuites en comparution immédiate, les gardes à vue abusives, et les violences policières qui cassent, blessent, peuvent tuer éventuellement. Donc on a un changement total de paradigme, tant dans la violence judiciaire que dans la violence du maintien de l'ordre. Ce qu'on entend souvent en face, c'est « mais vous avez vu cette violence des manifestants ? Des cocktails Molotov, des fonctionnaires pris à partie, caillassés, qui risquent leur vie à chaque moment. » Ouais, mais le problème, c'est que la plupart des personnes que moi j'ai défendues, et j'en ai beaucoup, qui ont perdu un œil, une main, qui ont été matraquées, qui ont des séquelles extrêmement importantes, j'en ai strictement aucun qui a été poursuivi ou qui a des antécédents judiciaires. Aucun. Donc cet argument, il est totalement fallacieux et ça n'est que de la communication. Et cette violence d'État, parce qu'il faut bien qu'on parle, il faut bien qu'on mette un mot sur ça. Ça n'est pas qu'une violence policière. C'est une violence d'État qui recouvre et la violence judiciaire, par l'institution judiciaire, et la violence par les forces du maintien de l'ordre ou de l'anti-émeute aujourd'hui. Pourquoi je parle de violence d'État ? Parce que elles ne sont que la résultante d'une politique et d'une stratégie délibérément mise en œuvre pour restreindre le droit de manifester. C'est tout ce qui nous reste finalement. Et c'est la seule chose qu'on veut nous enlever parce que c'est la dernière chose qui nous reste. Il y a la radio. Et sinon, la voiture des flics est silencieuse. Ils parlent doucement entre eux. Je suis pas du tout avec eux, je suis dans ma bulle. Dehors, les lumières du soir passent. Flou. Paris est calme quand on est enfermé. Ça fait du bien la musique.
me saisit par les épaules. Le transfert s'achève. Après les 48 heures au commissariat du 13e arrondissement, on m'amène au tribunal de Paris. Le Fouquet, ça mal fini. Cellule, toute propre. Les cris des enfermés restent les mêmes. On me tient en laisse jusqu'au bureau de la juge. Elle a une tête de gentille maman. Je vous mets en examen. Elle a une tête de gentille maman et elle me met en prison. Clic, clac. Les portes se ferment. Papa, je serai pas là ce soir comme prévu. On est le 18 mars 2019 et je suis placée en détention provisoire. Les petites voix reviennent dans ma tête. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, Et il y a ce discours de l'abbé Pierre. laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Chaos dans les rues de Barcelone et échange de projectiles entre forces de l'ordre et militants indépendantistes. Une mobilisation qui ne Ça se réveille partout. Quand disperserons-nous les cendres du vieux monde ? Légitime Violence est un projet indépendant du label Convergence, réalisé par Sarah Lefebvre, Pierre Chaffanjon, Charlie Dupiot et Ivan Vronsky. Merci aux Gilets jaunes, à Youssef, à la Fanfare Invisible, à Emma, à Vanessa Kodachoni, à Yann du commissariat du 18e arrondissement de Paris, à Édouard Richard, à Sébastien Maillet, à Mathieu, à Muelsa, à Amel Benamiche, à Arié Halimi et à Vanessa. Merci à toute l'équipe de transmission. Merci à Zoé Perron, Martin Gilloire, Charlotte Labbé, Antoine Lala Desmet et Laurent Salerno pour leur contribution musicale. Merci à Clara Menet, Juliette Avis, Anne-Claire Lefebvre, Blaise Petitbonne, à Yaya Yak, à Jeanne-Marie Desnos, à Chloé et Maxence pour leur soutien et leur aide précieuse.
On est là. On est là. Il n'y a pas un Otakos ici? Je sais pas moi. Je sais pas. Je suis désolé. Ouais, bonne soirée. Gilet jaune, allez, oh putain, il fait très froid.